winds 120 knots to the west. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Oh my God. Radio X. Plus la semaine avance, plus on tombe dans mes thématiques. Je trouve que ça devient de plus en plus intéressant. Dans cette émission que vous écoutez sur les ondes de Choix 98 ans Radio X, Radio X-Files, Camille Bergeron avec vous jusqu'à 20h en compagnie de Monsieur Christian Page. Et pour vous mettre en contexte ce soir, je vous fais entendre une première bande-annonce. En fait, le titre de ce film-là, le film est éponyme avec le sujet, la personne dont on va vous parler ce soir. Je vous laisse écouter cette minute 15 et notre chef d'orchestre de Radio X-Files vous parlera plus en détail de notre sujet de la soirée. Earhart, ici Itasca. Earhart, répondez. Miss Amelia Earhart, pourquoi est-ce que vous voulez voler? Pour être libre. Je suis pilote. Je vis ma passion et c'est un plaisir. Je vais faire le tour du monde. C'est impossible. Je réussirai. Si vous réussissez, vous serez la première. Et c'est là que réside notre véritable intérêt l'un pour l'autre. C'est bien de savoir où se trouve son intérêt. Si tu loupes cette île, tu es à court de carburant avec 3000 km à faire. Je la louperai pas. Tout ce que je fais, je le fais pour pouvoir voler. Personne ne l'a fait. Je le ferai. Vous recevez nos transmissions. Après ça, on rentre à la maison. Et c'est où? Pour moi, c'est partout où tu es. Reviens, je t'en prie. Toujours. Une dame, Christian, qui ne sera pas revenue, à ce que je comprends, sur le sujet de la soirée. Effectivement, donc ce soir, on s'attaque à l'un des grands mystères de l'histoire de l'aviation. Je dirais un des 3 ou 4 plus grands mystères de l'aviation. C'est la disparition d'Amelia Earhart en 1937. Et comme tu l'as entendu déjà dans la bande-annonce, on a entendu la bande-annonce du film Amelia, qui a été aussi commercialisé sous le nom complet de Amelia Earhart. Ça met en vedette Hilary Swank et Richard Gere. Et ça nous raconte donc l'histoire de cette aviatrice américaine. Et dans la bande-annonce, on a comme 2 éléments. Hein. Elle dit « Je vais faire le tour du monde », puis on lui dit « C'est impossible ». Et à un autre moment donné, dans la bande-annonce, on entend quelqu'un lui dire « Oui, mais si tu rates cette île, tu vas être à court de carburant ». Et elle a raté l'île. Donc, tout se met en place pour que on assiste à une tragédie. Mais tu vas voir, c'est un mystère qui est très persistant, et qui a évoqué ou qui a alimenté plusieurs théories, même dans certains cas des théories du complot. Donc, on va regarder un peu cette grande énigme de l'histoire de l'aviation. Probablement, elle est demeurée certainement la plus grande énigme de l'histoire de l'aviation jusqu'à la disparition du MH370 en 2014. Oui. Cet avion de la Malaysian Airlines dont on a beaucoup parlé. Et dans mes cartons, je te dirais que je dois avoir 3 ou 4 grandes énigmes de l'histoire de l'aviation, bien sûr, incluant le MH370. Il y a la disparition de l'oiseau blanc qui aurait disparu peut-être au-dessus de Terre-Neuve, mais on se fera des émissions pour évoquer ces sujets-là. Donc ce soir, en fouillant comme ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Amelia Earhart? C'est une histoire vraiment extraordinaire. Donc comme on l'a évoqué dans la bande-annonce, le souhait d'Amelia Earhart, c'était de devenir la première aviatrice à faire le tour du monde à bord d'un avion. Et évidemment, on raconte ça aujourd'hui, en 2022, ça nous paraît un peu étrange, mais il faut se rappeler qu'en 1937, on est encore un peu dans les balbutiements de l'histoire de l'aviation. En 10 ans plus tôt, Charles Lindbergh a été le premier aviateur à traverser l'Atlantique à bord d'un avion en solitaire. Donc, c'est vraiment le début, c'est vraiment une époque très héroïque de l'histoire de l'aviation. Et chaque pilote
c'est un milieu d'hommes, hein, faut pas se le cacher. Au début de l'histoire de l'aviation, les pilotes, ces espèces d'aventuriers de l'air, ces fous volants, c'est composé à 99,9% des hommes. Et voilà que quelques femmes, dans les années 20, dans les années 30, vont commencer à s'imposer comme aviatrices. Et Amelia Earhart est l'une d'entre elles. Elle commence sa carrière d'aviatrice dès 1922 en établissant d'abord un record d'altitude féminine. Ensuite, en 1928, elle devient la première femme à traverser l'Atlantique à bord d'un avion. Elle n'est pas seule, hein, c'est pas un vol en solitaire, mais elle devient la première femme à faire cette traversée de l'Atlantique à bord d'un avion. Et puis ensuite, elle se retrouve bien sûr avec tout ça, elle se retrouve dans une grande campagne publicitaire. C'est la première femme à traverser l'Atlantique et elle va être propulsée dans les médias par un certain George Putnam. George Putnam, qui est un éditeur très important aux États-Unis. OK, donc on est aux États-Unis. Oui, donc ça Parfait. se passe aux États-Unis. George Putnam est un éditeur américain très important, qui est interprété d'ailleurs dans le film dont on a entendu la bande-annonce par Richard Gere. Et elle va d'ailleurs l'épouser en 1931. Et puis elle va multiplier donc les records, les performances aériennes. Elle va devenir d'ailleurs la première femme à traverser l'océan Atlantique en solitaire à bord d'un avion. Donc reproduire l'exploit réalisé quelques années plus tôt par Charles Lindbergh. On va d'ailleurs la surnommer Lady Lindy. Hein, Lindy étant le surnom que l'on donnait à Lindbergh. Donc, Amelia Earhart devient Lady Lindy. Bon, certains diront c'est un peu péjoratif parce qu'on lui attribue un titre, mais bien sûr, elle vit un peu dans l'ombre de Charles Lindbergh. C'était un monde d'hommes à l'époque. Oui, bien C'était sûr. l'époque. Oui, il faut considérer ça comme ça. Et puis voilà qu'elle arrive avec ce projet très ambitieux qui n'a jamais été fait. Donc, faire le tour du monde à bord d'un avion. Bon, évidemment, on ne peut pas faire le tour du monde d'un seul coup d'aile. Hein. Bon, elle va faire... Et parce qu'elle a des moyens financiers importants. Hein. George Putnam est un riche homme d'affaires. Il va financer cette campagne. D'abord, une campagne de publicité où Amelia Earhart dit, voilà, je vais faire le tour du monde. Donc, il utilise tous les mécanismes qu'il connaît pour médiatiser cet événement, aller chercher, bien sûr, des financiers qui vont investir dans le projet. C'est une grande campagne de publicité. Et puis, bien sûr, Amelia Earhart devient une figure connue des Américains, à la fois parce que Putnam dirige également, à travers l'édition, il dirige également des journaux, a ses entrées également dans les publications papier. Et à cette époque, bien sûr, on a, ça peut paraître étrange de dire ça comme ça, mais quand on allait au cinéma, entre les projections, on avait généralement 2 ou même dans certains cas, on avait 3 films qui étaient présentés dans le courant de la journée ou de la soirée. Et entre les films, il y avait des petites bandes. Aujourd'hui, on présente les bandes annonces là, oui. avant le film. À l'époque, entre les projections, on présentait pendant 10 ou 15 minutes des clips qui étaient des clips de nouvelles, littéralement des nouvelles. Donc voilà, une nouvelle. Et bien, dans ces petits clips, ben il y en avait qui circulaient à peu près dans tous les cinémas. Un petit clip où on voyait Amelia Earhart posant devant son avion et là elle disait oui, je vais faire le tour du monde à bord d'un avion. Et donc, tout ça moussait énormément cette publicité. Et le projet d'Amelia Earhart était donc, elle avait déjà fixé la date de son envolée pour le printemps 1937. Donc, à ce moment-là, son appareil, c'est un appareil qui a été spécialement modifié. Comme je l'expliquais, on peut pas faire le tour du monde d'un seul coup d'aile. Hein. La consommation de carburant ne permettait pas ça et la performance non plus des avions et des moteurs de l'époque ne permettait pas ça. Donc, l'idée de Amelia Earhart, c'est au départ, hein, son premier projet initialement, c'était de partir de la Californie, rallier en avion les îles Hawaï, de partir d'Hawaï. Et il est là le problème. Là pour des îles Hawaï et rejoindre ensuite l'Australie, c'est la distance, c'est l'océan Pacifique, c'est immense. Et au milieu, il faut quand même se rappeler, là, il y a des conflits à cette époque-là, principalement les Américains et les Japonais font un peu c'est un bras de fer. On n'est pas encore à la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas encore l'affrontement ouvert, mais il y a des tensions politiques. Donc Amelia Earhart ne peut pas survoler toutes les terres qu'elle voudrait, puis elle ne peut pas se poser là où elle voudrait non plus. Donc, à la fois, on doit composer avec la distance, on doit composer avec les performances de l'avion, et on doit également composer avec les tensions politiques.
Mais il y a une petite île dans l'océan Pacifique qui s'appelle l'île d'Howland, dont les États-Unis ont le contrôle. Donc l'idée, c'est d'aménager une piste de fortune sur l'île Howland, et à partir de là, le voyage est possible. Donc Amelia pourrait partir de la Californie, rejoindre les îles Hawaï, ensuite voler, se poser sur l'île Howland, qui est un atoll. Hein, c'est une atoll, c'est une île de corail, et dans le cas de l'île Howland, elle est complètement inhabitée. C'est vraiment une roche au milieu de l'océan. Donc, on va y aménager une piste. Amelia pourra s'y poser. Un bateau de la garde côtière américaine sera là pour ravitailler l'avion. Et ensuite, elle pourra à nouveau redécoller et rejoindre éventuellement la Nouvelle-Zélande et ensuite l'Australie et les continents. Ensuite, bon, l'Asie, l'Inde et tout le reste. Donc, comme dans la bande-annonce le dit, elle doit s'y rendre. Ah, il faut. Si tu rates cette île-là, c'est foutu. Ça, c'est clair. Ça, c'était le point, l'élément important. Et c'est pourquoi Amelia Earhart, dans son projet initial, décide de partir, puisque plus le temps va s'écouler, hein, elle ne fera pas ça en 2 jours, là. Donc, on calcule que ça va prendre des semaines faire le tour du monde. Ça peut paraître étrange de dire ça, mais c'est minimalement une semaine de faire ce voyage-là. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait le faire en 2 jours ou en 1 journée et demie, là, tiens. Quoique j'étais là en Australie, c'est quand même 26 heures de vol. Oui, juste cette portion-là, pour vrai, ouais, c'est long. Donc c'est énorme. Mais donc, on calcule à peu près une semaine et demie pour faire le trajet. Donc, Amelia se dit, plus le temps va s'écouler, elle n'est pas seule. Elle a un navigateur avec elle. Elle porte son choix sur un appareil, un Lockheed 10 Electra. Elle fait enlever tout le contenu de l'avion, tous les bancs. C'est un petit avion. Mais quand même, un petit avion, c'est pas un Cessna, là, mais c'est un petit avion qui est utilisé. Hein, faut toujours se rappeler qu'on est au début de l'ère de l'aviation. Donc, ce Electra, ce Lockheed Electra, il est utilisé pour des vols intérieurs. C'est normal puisqu'on n'est pas encore au vol transatlantique. Mais c'est un avion, par exemple, qui est utilisé abondamment aux États-Unis, par exemple, pour faire des vols. Je te donnerai un exemple comme de Miami à New York ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Il peut transporter une douzaine de passagers, une vingtaine de passagers. Donc, Amelia fait enlever tous les sièges qu'il y a à l'intérieur. Elle fait remplacer ça littéralement par des réservoirs de carburant. Donc, il ne reste qu'un petit espace qui sera occupé par le pilote. Donc, il n'y a qu'un siège pour le pilote, et dans le cas présent, c'est Amelia le pilote. Et il y a un petit poste aménagé juste derrière, qui est celui du navigateur, un type qu'elle porte son choix sur un individu qui s'appelle Fred Noonan. C'est un très, très bon navigateur, quoique dans le milieu de l'aviation, il est connu pour peut-être de temps en temps forcer sur la bouteille. Aha. Mais néanmoins, ça reste un très, très bon navigateur. Et je le mentionne comme ça, les gens diront, c'est peut-être parce que je voulais un peu salir sa réputation. Mais en réalité, lorsqu'il embarque à bord de l'Electra, il est parfaitement sobre. Et ce qui va se produire par la suite n'a rien à voir avec les problèmes un peu d'alcool de Fred Noonan. Ça n'a rien à voir. Mais c'est simplement pour te donner un peu le personnage. Hein. Il traîne dans les aéroports, il est connu un peu pour ça. Mais c'est vraiment un excellent navigateur, et c'est la raison pour laquelle Amelia Earhart va porter son choix sur Fred Noonan. Okay. Donc, l'avion a été spécialement aménagé de cette manière-là. Il y a 2 antennes aussi qui ont été des antennes radio, une en dessous de l'avion, et ça c'est important, une antenne qui court le long en dessous de l'avion, le long du fuselage. Et c'est l'antenne qui permet des communications longue portée. Et puis, il y a une petite antenne. Si vous regardez des photographies de l'avion d'Amelia Earhart en tapant Amelia Earhart ou Lockheed Electra sur vos moteurs de recherche, vous allez voir, c'est un magnifique un avion là, tout à fait argenté. Et sur le dessus de l'avion, il y a une espèce une antenne qui ressemble à un anneau. Et ensuite, derrière, il y a un câble d'acier qui part du dessus de l'avion et qui rejoint la queue de l'avion. Et ça, c'est la ligne de communication pour les communications à courte portée. Donc, elle a fait aménager son avion. Son idée, comme elle conçoit, elle est bien consciente qu'au fur et à mesure que va se dérouler le vol, elle va accumuler de la fatigue. Et elle se dit donc, je vais essayer de
de faire la partie la plus difficile, le faire au début du voyage. Okay. Donc, c'est pourquoi, au départ, elle dit, je vais partir de la Californie, me rendre à Hawaï, me rendre ensuite, et ça, c'est le point dangereux, l'île Howland. C'est vraiment un point au milieu de l'océan. Il faut pas le rater. Et une fois qu'elle sera ravitaillée, elle pourra rejoindre les continents. Donc, le 17 mars 1937, Amelia est fin prête pour sa première tentative. Elle rejoint l'aéroport d'Auckland, en Californie. Elle est avec Fred Noonan. Il y a des images qui existent. On les voit tous les deux, filmés par j'allais dire la télévision, mais c'est pas la télévision, mais c'est des compagnies de nouvelles. On la voit avec Fred Noonan, elle se prépare à embarquer. Et donc, ils montent à bord de l'Electra. Le décollage se fait très, très bien. Elle met, ça paraît incroyable, mais elle met pratiquement 16 heures de la Californie à rejoindre l'île d'Hawaï. Et elle se pose donc à Honolulu, en banlieue en fait d'Honolulu. Tout va très très bien, le vol s'est parfaitement déroulé, les conditions météo étaient excellentes. Donc c'est son premier arrêt, on ravitaille l'appareil et donc le lendemain, Amelia Earhart se prépare cette fois pour la traversée, la partie la plus difficile de l'île d'Hawaï vers l'île Howland. Mais au moment du décollage, une bourrasque de vent fait faire une embardée à l'avion, l'une des ailes touche le tarmac et l'avion s'écrase en bout de piste. Donc, c'est mal parti et c'est un peu comme une malédiction qui allait frapper ce vol-là. À partir de ce moment-là. Voilà, donc l'avion est ramené à Auckland et on va passer des semaines à remettre l'appareil en fonction. Et si vous faites encore là sur vos moteurs de recherche accident Amelia Earhart Hawaï, vous allez voir que l'avion était dans un très piteux état là. Okay. Les hélices, c'est un avion avec un double moteur là, donc un moteur sur chaque aile. Les hélices étaient brisées, une partie de l'aile qui avait accroché le tarmac était littéralement brisée. Ça a fait poète, là. Ouais, ça a fait poète. Le train d'atterrissage était complètement défoncé. Donc, on ramène l'avion à Auckland et on répare l'appareil. Mais pendant ce temps-là, la météo change, au large de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Les conditions météo deviennent plus difficiles. Et lorsqu'on arrive le 20 mai 1937, c'est le moment où Amelia compte, l'appareil est fin prêt, il a été réparé, on a fait des exercices, tout fonctionne à merveille. Donc, Amelia se prépare pour reprendre l'air, mais en raison des conditions météo qui deviennent de plus en plus difficiles au-dessus de l'Australie, qui se dégradent complètement dans cette partie-là de l'océan, elle décide de faire un vol en sens inverse. Donc, elle dit, je vais partir de la Californie, je vais rejoindre la Floride. De la Floride, ensuite, je vais m'envoler pour le Brésil. Et là, elle va commencer son tour du monde. Donc, par des espèces de sauts de puce, elle va passer du Brésil à l'Afrique occidentale, le Pakistan, l'Inde, la Birmanie, Singapour et tout le reste. Et ce qui place éventuellement son dernier passage, elle le place de la Nouvelle-Zélande vers l'île Howland. Et une fois ravitaillée à Howland, elle va rejoindre Hawaï et la Californie. Et à ce moment-là, le tour du monde sera complété. Mais l'étape la plus difficile, elle la place au dernier moment de son vol. Donc, tantôt, je t'ai mentionné 2-3 semaines là, pour le vol, mais en fait, c'est 1 mois qu'on avait prévu pour le vol. Et c'est à peu près le temps que ça prend. Il y a quelques ennuis mécaniques en cours de vol, il y a des périodes de ravitaillement, mais enfin, on se retrouve là pour avancer dans notre histoire. On se retrouve le matin du 2 juillet. À ce moment-là, Amelia Earhart se trouve à Lae, en Nouvelle-Guinée, et c'est la dernière étape. Donc, au moment où elle quitte Lae, Nouvelle-Guinée, son prochain point, c'est cette petite île, l'île Howland. C'est un atoll de corail qui fait à peine 2 km² et qui est situé à 3100 km à l'ouest d'Honolulu. Donc, une fois qu'on sera ravitaillé, on a 3000 km encore à parcourir avant d'arriver aux îles Hawaï. Donc, ce matin-là, les conditions météorologiques sont plutôt bonnes. L'Electra, sur lequel on vient de faire une inspection, est en parfait état de marche. Donc, à 10 heures, Amelia Earhart, Fred Noonan, et on a des images qui ont été tournées, des images sans son, mais on voit Amelia et Noonan monter à bord de l'appareil ce matin-là à Lae, et on voit qu'ils ont les traits tirés. On voit qu'on est en présence de 2 aviateurs, un navigateur et une aviatrice plutôt, mais qui ont les traits tirés, qui sont très fatigués. Voilà. Et au moment où l'avion décolle, coup de malchance, l'appareil accroche quelque chose sur la piste et le câble
qui permet les communications radio longue portée qui courent en dessous de l'avion se brise. Bon, déjà, on n'a plus de signal de Mayday. Donc voilà. Donc là, Puis faut le dire aussi, Amelia Earhart est une très bonne aviatrice, mais elle n'est pas excellente. Là. Mais c'est une très bonne aviatrice. Attention, ce que tu dis, Christian, c'est une des premières femmes. Oui, c'est une des premières femmes. Mais mais je veux pas être méchant là, mais Amelia Earhart, elle est un petit peu, comment je pourrais dire, j'irais pas jusqu'à dire tête en l'air, mais elle prend des choses parfois très à la légère. Donc, c'est une bonne aviatrice, mais lorsqu'elle fait du vol, elle laisse parfois passer des trucs, elle prend des risques inutiles. Disons ça comme ça. Et lorsqu'il est arrivé, par exemple, de se familiariser avec les communications radio, elle est passée aussi un peu par-dessus ça. Okay. Donc, c'est une bonne aviatrice, un petit peu téméraire, un peu écervelée et pas forcément spécialiste des communications radio. Qui tourne un peu les coins ronds. Ouais. Mais ce qui n'enlève rien, je veux pas qu'on minimise, là. C'est quand même une excellente aviatrice, là. C'est une légende, là. C'est Amelia Earhart, là. Tu sais, il faut quand même le remettre dans le contexte, là. Mais ces petites faiblesses vont jouer contre elle à ce moment-là. Donc, l'appareil décolle, il est à peu près 10 heures. Et il brise malheureusement la ligne de transmission longue distance. L'appareil rapidement monte à 1000 mètres d'altitude et puis prend son envol et suivant les cartes nautiques se dirige vers l'île d'Arlen. Évidemment, à l'île Arlen, on a un petit peu prévu le coup. Il faut savoir que le couple Putnam-Earhart, c'est un couple quand même assez prestigieux, hein. Elle, une aviatrice célèbre, une figure de proue là, pour le mouvement féministe aux États-Unis. Hein. Les femmes peuvent faire aussi bien que les hommes. Hein. C'est un peu l'image que représente Amelia Earhart. Et le couple Putnam-Earhart, ce sont des amis du couple présidentiel, donc de Franklin Roosevelt et de son épouse. Hein. Donc, quand Amelia Earhart a décidé d'entreprendre ce vol, on comprend qu'il y a comme un aspect nationaliste autour de ça. C'est une Américaine, une aviatrice, hein, qui plus est, qui va réaliser quelque chose, un exploit qu'aucun pilote n'a jamais fait. Ni un pilote français, ni un pilote britannique, ni un pilote australien. C'est vraiment une femme pilote américaine. Donc, il y a une espèce de petit sentiment patriotique associé à ça. Donc, le président Roosevelt y est allé de grands moyens. Donc, il a placé autour de l'île de Arlen 2 navires, l'Itasca et le USS Ontario, qui sont dépêchés autour de l'île. Ce sont ces bateaux, qui transportent du carburant, qui vont servir à ravitailler l'avion d'Amelia Earhart au moment où elle va se poser sur l'île Arlen. Et on a, comme je l'ai mentionné, on a aménagé une piste de fortune puisque l'île est inhabitée. C'est vraiment un piton de corail au milieu de l'océan Pacifique. Et donc l'avion vole, hein, ça prend de très longues heures, hein, il y a au moins une dizaine d'heures qui vont s'écouler. Et puis quand on arrive vers 20 heures, les communications commencent à arriver entre, bien sûr, le bateau radio, c'est l'Itasca. Et l'Itasca, donc, toutes les 15-20 minutes, hein, c'est la communication. Bon, oui, Itasca, Amelia Earhart, Electra, est-ce que vous me recevez? Donc, oui. On lance cet appel et puis à un moment donné, on s'entend, on espère recevoir un message. Et malheureusement, les communications restent relativement muettes. C'est un peu normal puisque la ligne de communication longue distance a été brisée. Donc, mais évidemment, sur l'Itasca et sur l'USS Ontario, on ne le sait pas. Donc, on envoie ce message-là. L'inquiétude monte, bien sûr. On a allumé des feux sur les navires. On a également allumé un feu sur l'île qui produit un panache de fumée qui est visible à 1000 km de distance. Donc, on veut être bien certain que, quelle que soit la position d'Amelia Earhart, qu'elle pourra localiser l'île. À ce moment-là, malheureusement, les conditions météo se dégradent. Il se met à pleuvoir, les vents augmentent. Et puis, on est toujours à cet appel, hein, est-ce que Amelia Earhart nous reçoit? Et puis, finalement, à 2h45 du matin, l'Itasca capte enfin un premier message de l'aviatrice.
La communication est médiocre, on n'entend à peu près rien, ça fait comme... Mais c'est suffisant pour savoir que elle est quelque part. Elle est dans la portée de la radio de l'Itasca. Et il faut se rappeler, on est en 1937, il n'y a pas plein d'avions qui volent dans le ciel. Donc, si on capte quelque chose, tu comprends, si on capte quelque chose, c'est forcément que il doit s'agir d'Amelia Earhart. Donc, tous les demi-heures, la façon dont la grille était établie, toutes les demi-heures, à écart et à moins quart de chaque heure, Amelia Earhart doit communiquer avec l'Itasca et pour donner sa position et à quelle vitesse elle vole et quelles sont les conditions météo. Donc, à ce moment-là, à partir du premier message inaudible, mais suffisamment concret pour savoir qu'Amelia est en direction, on essaie de renvoyer un message à nouveau toutes les demi-heures. Et puis, la radio reste encore là muette. Et puis, on essaie à 3h15 du matin, aucune communication. On essaie à 3h45, rien. À 3h15, on essaie, pas de message. Et puis, à 3h45, Amelia Earhart apparaît enfin sur la radio. Là, le message est audible. Elle répète que les conditions météo sont nuageuses, que le ciel est couvert et que mais elle est toujours en vol. Elle ne signale pas à ce moment-là un problème majeur, mais simplement que les conditions météo se dégradent. À 4h43, elle se manifeste à nouveau. Le signal est faible et le message est inaudible. Donc, encore une fois, sur l'Itasca, on sait que c'est Amelia, mais il y a quelque chose qui va pas. Alors que le message précédent était beaucoup plus clair. On se dit, c'est curieux, puisqu'elle se rapproche, le message devrait être plus audible, être plus fort. C'est pas le cas. À 6h12 du matin, elle reprend un nouveau contact avec l'Itasca. Là, on commence à être très sérieusement inquiet. Elle annonce qu'elle doit se trouver à peu près à 320 km de l'île Howland. Au grand soulagement, tu comprendras des Sanfilis, les responsables de la radio. Le signal est fort et clair. Donc là, on se dit, on est en bonne voie, ça va bien. 320 km, c'est pas si mal. Les communications sont maintenant établies. Donc tout devrait aller pour le mieux. Okay. À 6h45, elle informe à nouveau l'Itasca que là, elle croit être à 160 km de l'île. Donc, elle a franchi la moitié de ce qui lui restait lors de sa précédente communication. En 30 minutes. Oui. À peu près. Ouais. Et là, chose curieuse, le signal est clair et fort, mais les Sanfilis n'arrivent pas à communiquer avec Amelia. Donc, ils l'entendent, et là, ils lui disent, OK, Amelia, ici l'Itasca, on vous reçoit, c'est clair, c'est fort, c'est bien, vous êtes dans la bonne direction. Mais visiblement, à écouter les réponses d'Amelia, elle ne reçoit pas les communications de l'Itasca. OK. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, eux ne le savent pas, mais si on regarde du côté de la technologie de l'aviation de l'époque, c'est vrai que l'une des lignes radio a été brisée. On suppose que c'est probablement la raison pour laquelle Amelia arrive à émettre un signal suffisamment fort pour être capté par l'Itasca, mais ses antennes de réception sont trop faibles pour recevoir les signaux radio de l'Itasca. Dans le langage de la radio, c'est parce qu'elle avait plus de talkback. Elle entendait, mais elle pouvait pas parler. Et là, on suppose que Amelia doit se trouver, là, puisqu'elle a dit qu'elle croit être à 160 km de l'île. On se dit, bon, même si on n'arrive pas à communiquer avec elle, les choses sont pour le mieux. 160 km, c'est quand même pas grand-chose. Et on continue de répéter ces messages. Et puis, à 7h30, 15 minutes avant la transmission qui était prévue, parce que Amelia devait communiquer à 7h45, elle prend contact avec l'Itasca. Et là, elle annonce qu'elle doit se trouver à peu près à la verticale de l'île. Mais elle n'arrive pas à voir l'île. Oh. Là, ça commence à être très sérieux. Et elle dit que ses réserves de carburant sont très basses, qu'elle vole maintenant à une altitude de 1000 pieds et qu'elle tourne en rond, elle essaie de voir l'île. Et là, bien sûr, à l'Itasca et sur le USS Ontario, on est très perplexe parce qu'on se dit, si elle est au-dessus de l'île, on devrait être en mesure de communiquer avec elle, les communications devraient être très fortes, d'un côté comme de l'autre, alors que là, on ne reçoit que le signal d'Amelia. Même si son antenne longue portée a été brisée, si elle se trouvait au-dessus de l'île, on aurait dû être en mesure de communiquer avec elle. Qui plus est,
il y a ce fameux feu qu'on a allumé dans l'île qui fait un panache d'à peu près 3000 mètres, qui est visible à 3000 mètres d'altitude, et pourtant, Amelia dit ne rien voir. Et là, on se pose de très sérieuses questions. À 7h57, Amelia Earhart reprend à nouveau contact avec l'Itasca, et là, on sent dans sa voix qu'elle est de plus en plus inquiète. Elle dit, nous tournons autour de vous. Elle dit encore ne pas voir l'île. Elle dit, nous tournons autour de vous. Est-ce que vous pouvez nous entendre? Et encore une fois, les gens de l'Itasca l'entendent bien, fort, mais sont incapables de communiquer avec elle. Et puis, à 8h44, Amelia Earhart recontacte une nouvelle fois l'Itasca. Et ça sera son dernier message. Elle donne une annonce assez ambiguë. Elle dit je suis présentement la ligne 157 degrés par 337 degrés. Donc elle donne une latitude-longitude et elle dit qu'elle vole en direction du sud. Théoriquement, ces coordonnées devraient la placer aux côtés de l'île Howland, mais elle n'y est pas. On n'entend pas le vrombissement de son moteur depuis le USS Ontario, ni depuis l'Itasca. Elle ne voit pas non plus l'île. Donc, visiblement, quelque part, il y a eu une erreur dans les données de navigation. Elle n'est pas à l'endroit où elle croit pouvoir se trouver. Et puis, on sent au ton de sa voix, bien sûr, elle a annoncé que ses réserves de carburant commençaient à diminuer. Et une heure après, considérant que l'avion est complètement que l'avion n'a plus de carburant. Il faut savoir que l'Itasca a des avions sur un pont où on peut apponter. Il y a des avions et on envoie donc immédiatement. C'est les premières manœuvres de recherche. J'ai dit l'Itasca, c'est le USS Ontario, pardon. Donc lui envoie des avions de recherche. On essaie de retrouver l'avion d'Amelia Earhart et dans les 11 jours qui vont suivre, on va continuer de recevoir, des radioamateurs vont prétendre qu'ils continuent de recevoir de temps à autre des communications radio qui pourraient être des communications radioparasitaires qui pourraient provenir de l'avion d'Amelia Earhart, mais on n'en aura jamais la preuve. Et pendant ce temps, sur place, lorsqu'on apprend la disparition d'Amelia Earhart, bien sûr, le gouvernement américain envoie des bateaux supplémentaires pour essayer de retrouver l'aviatrice perdue. Et comme on le comprend, ce sont des amis personnels du couple présidentiel. George Putnam est un homme très riche, donc il a les moyens d'engager des services de recherche plus étendus. Et donc, on va couvrir une surface de 150 000 milles carrés sans jamais retrouver quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'on replonge en 2014. C'est plus récent dans ma mémoire, là, mais de 1937 à 2014, quand un avion disparaît, ça devient tout un mystère. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Je pense qu'on va en reparler après la pause. OK, parfait. On va en faire une courte. On a quelques minutes à passer. Et au retour, on sort nos petits chapeaux d'aluminium et on expose nos théories. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Amelia Earhart. As a woman, she was ahead of her time. As a lover, she yearned for more time. Not now. You're hurting now. Come to me when you're not. Her disappearance became one of the world's baffling mysteries. Susan Clark, the acclaimed star of Babe, now is Amelia Earhart in a special 3-hour world premiere, Monday at 8, 7 Central and Mountain Time on NBC. Déjà en 1976, on avait eu l'idée de faire un film sur sa vie, donc plusieurs adaptations, Christian, Absolument. déjà, de cette histoire-là. Oui, et même après la Deuxième Guerre mondiale, je me rappelle, je pense qu'il y a un film qui s'appelait La Pionnière du ciel ou un truc comme ça, qui est un film en noir et blanc, où nommément, on ne disait pas que c'était Amelia Earhart, mais c'était l'histoire d'une femme aviatrice qui se retrouvait dans un monde d'hommes et qui battait record par-dessus record. Et tu vas voir, ce film-là a joué fortement sur l'imaginaire populaire, parce que dans ce film, l'aviatrice se retrouve en fait dans une mission d'espionnage. Hein, où elle fait croire à ce vol au-dessus de tous les continents européens, asiatiques et autres, hein, ce tour du monde. Mais en réalité, elle est en mission d'espionnage pour le gouvernement américain. Donc,
les gens qui ont vu le film diront, ah voilà, c'était peut-être un petit clin d'œil à l'histoire d'Amelia Earhart. Et cette histoire-là, et bien sûr, la disparition elle-même va alimenter toutes sortes de théories, certaines qui vont flirter avec les théories du complot. Et l'une des idées, bien sûr, cette idée que Amelia Earhart et Fred Noonan auraient pu, comme le couple Putnam et Earhart étaient des amis du président Roosevelt. On se dit, ben voilà, peut-être que le président aurait demandé à ses services de renseignement de recruter Amelia Earhart et de financer une partie de ce vol autour du monde, mais dans le but de faire de l'espionnage. Parce que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, toute cette région-là, c'est une région qui est très explosive. Il y a des bras de fer qui se jouent avec le gouvernement américain, des tensions politiques, principalement avec le Japon. Le Japon, qu'il faut quand même le dire, occupe à peu près presque toutes les îles de la Micronésie. Donc, on veut savoir ce qui se passe. Le Japon, qui est encore le Japon impérial, on est avant la Deuxième Guerre mondiale, donc on s'arme. Il y a des navires, des ports de ravitaillement un peu partout en Micronésie qui sont occupés par les Japonais. Les forces japonaises sont partout dans cette région du monde et le gouvernement américain, bien sûr, est intéressé de savoir ce qui se passe. Et si on l'avait su avant, on aurait peut-être évité 4 ans plus tard l'attaque sur Pearl Harbor, mais on n'avait pas d'idée précise des forces japonaises qui étaient en fonction. Donc on se dit, est-ce que Amelia Earhart aurait pu être chargée par le gouvernement américain de surveiller, d'espionner et peut-être prendre des photos aériennes des installations japonaises qui se trouvent en Micronésie. Donc c'est une des idées. Et là, bien sûr, ce scénario va se développer. On se dit, bon, peut-être que elle se serait peut-être posée ou elle se serait peut-être écrasée quelque part sur les îles Marshall, qui sont quand même très très loin de l'île Holland. Ici, on doit faire absolument table rase de faits historiques que l'on connaît. On sait qu'Amelia Earhart communiquait avec l'île Holland. On sait que le bateau l'Itasca, le bateau radio, avait des communications. Il recevait Amelia clair et fort, même s'il n'arrivait pas à communiquer avec elle, ce qui prouve que Amelia devait être dans les parages de l'île Holland. Les îles Marshall, si on va vers cette théorie du complot de l'espionnage, les îles Marshall sont situées très au nord-ouest de l'île Holland et de cette partie-là des îles du Pacifique Sud. Donc, c'est à peu près invraisemblable. Ça ne correspond pas aux faits que l'on connaît, qui sont les faits historiques. Mais néanmoins, la théorie du complot, c'est Amelia Earhart était une espionne, son avion a été abattu ou elle s'est écrasée quelque part aux îles Marshall, qui étaient occupées par les Japonais. Elle a été faite prisonnière, elle et son copilote, Fred Noonan, et éventuellement, ils ont été exécutés par les forces japonaises qui occupaient les îles à cette époque-là. Et comme pour ajouter un peu, bon, c'est une hypothèse, je te le dis, c'est une hypothèse qui est invraisemblable, mais quand même, pour ajouter de l'eau au moulin, le 9 juillet 2017, c'est quand même pas très loin, le réseau History Channel a diffusé un documentaire intitulé Amelia Earhart, The Lost Evidence. L'émission a attiré, crois-le ou non, 4,3 millions de téléspectateurs. Et on parle ici d'une chaîne de télévision spécialisée, là. Même si on est aux États-Unis, ça reste une chaîne de télévision spécialisée, c'est énorme. La Lost Evidence, la preuve perdue, était en fait une photographie qui avait récemment été découverte dans les archives du College Park sur une atoll qui s'appelle l'atoll Jalwit, qui aujourd'hui est une atoll qui fait partie d'une république indépendante, mais qui à l'époque était une île des îles Marshall. Et donc, en fouillant dans les archives, on a déterré une photographie. Et sur cette photographie, on voit 2 silhouettes européennes sur un quai. L'une d'entre elles est accroupie et de dos. Et la silhouette donne à penser qu'il pourrait s'agir d'une femme, même si elle est de dos, elle est accroupie, elle est assez menue, ça donne à penser que il pourrait s'agir d'une femme. Et elle a les cheveux coupés courts à la garçonne, comme on disait à l'époque. Donc, exactement le profil qu'avait Amelia Earhart, parce qu'il y a d'autres personnes. Sur le quai, il y a 5 ou 6 personnes. Donc, on voit cette silhouette entre guillemets féminine, accroupie, de dos, qui est comme complètement au bout du quai. Et près d'elle, il y a un homme qui semble également, parce que on est quand même dans des îles du sud-est asiatique, donc évidemment ce sont des gens qui ont des traits asiatiques. Or, on voit bien qu'il s'agit de 2 Européens. Donc
entre guillemets, cette femme de dos, et à côté d'elle, un autre homme de caractère européen qui semble un homme de taille, je dirais, plus petite que moyenne et qui correspond assez au gabarit de Fred Noonan. La photographie est pas datée, mais la légende, quand on regardait derrière la photo, ou quand on regarde derrière la photo, parce qu'elle existe toujours, quand on regarde derrière la photo, on nous dit simplement que c'est une photo qui a été prise aux îles Jaluit, à l'île Jaluit, donc qui faisait partie des îles Marshall occupées par les Japonais à l'époque, et elle n'est pas datée, mais à en juger par les bateaux qu'on voit dans le port, on se dit que c'est une photographie qui a probablement été prise quelque part entre 1930 et 1940. Donc, si on se replonge dans notre théorie du complot, de l'espionnage, les îles Marshall ayant été pointées du doigt par les théoriciens du complot qui disaient « Ah, Amelia était une espionne, elle a été abattue ou capturée par les Japonais aux îles Marshall ». Donc là, on a une photographie qui semble montrer une femme de dos qui pourrait correspondre à Amelia Earhart, qui a visiblement été prise aux îles Marshall et visiblement, durant la période où Amelia Earhart a disparu, il en fallait pas davantage pour qu'on se mette à dire, peut-être que c'est une photo peut-être que cette photo est une photo qui nous montre Amelia Earhart et Fred Noonan sur un quai aux îles Marshall, alors qu'ils étaient probablement détenus ou sous surveillance par les Japonais. Ça, c'est un peu, je le dis souvent, c'est un peu le n'importe quoi pour faire du documentaire. Hein. Demain matin, par exemple, on va réussir à identifier que l'encre qui était utilisée par le tueur du Zodiac était un stylo Bic. On va nous faire un documentaire de 2 heures pour tout nous retracer l'histoire du tueur du Zodiac, pour arriver à la fin et nous dire, voici, on a une révélation, puis la révélation, c'est il utilisait un stylo Bic. Donc, on fait beaucoup de millages sur des trucs comme ça. Donc, cette photo-là, on a fait un documentaire d'1 heure et qui a attiré 4 millions de téléspectateurs. Et visiblement, Historia n'a pas fait son travail parce que dès que la photo a été diffusée, parce que c'est un peu un secret, hein, moi, je me rappelle qui m'intéressait à cette histoire-là, quand Historia préparait son documentaire, on nous disait, on a trouvé une preuve qui va relancer l'affaire Amelia Earhart. Moi, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est? On a trouvé un bout de l'avion, un moteur, n'importe quoi. Et là, tout d'un coup, je vois le documentaire, c'est cette histoire de photographie qui est révélée pour la première fois, une première mondiale. Mais dès que la photo a été publiée, des gens qui ont vu cette photo-là ont dit, mais non, on connaît cette photo-là. En fait, la photo avait été publiée en 1935 déjà. Elle fait partie d'une collection de photos dans les archives de l'île Jaluit qui ont été utilisées dès 1935 pour une publication qui s'appelait The Lifetime of the Sea, My South Sea Memoir. Hein, donc, mes mémoires de l'océan du Pacifique Sud. Et on avait toute une série de photographies qui montraient différentes destinations, différents lieux dans le Pacifique Sud. Et ce livre-là a été publié en 1935. Et en 1935, Amelia Earhart et Fred Noonan étaient en parfaite santé puis ils vivaient aux États-Unis. Donc, tu vois, c'est trop tôt. Ouais, c'est ça. Donc, ça peut pas correspondre. Ça ne peut pas être le couple Noonan et Amelia Earhart. Mais quand même, Historia nous a quand même pondu un excellent documentaire pour à peu près rien sur un pétard mouillé finalement. Mais plus sérieusement, quand on questionne les spécialistes de l'aviation, puis on leur demande qu'est-ce qui a pu se passer, quand on replace le contexte historique et géographique de ces événements-là, on se dit, supposons, si on se met à la place d'Amelia Earhart, on est quelque part au-dessus du Pacifique Sud et il est clair que les réserves de carburant s'épuisent et elle ne voit pas l'île Howland. Donc, à un moment donné, elle se dit, il faudra bien faire quelque chose. Je peux pas voler comme ça jusqu'à Hawaï, jusqu'aux États-Unis, c'est impossible. Non. Alors, si on se place dans la même position qu'elle, là, tu sais pas où tu es, peu importe qu'elle soit au nord de l'île, si elle est au nord de l'île Howland et elle tourne vers le nord, elle va voler comme ça jusqu'en Irlande. Donc, c'est pas une bonne chose. Par contre, si elle tourne au sud, elle va tomber sur sa destination, qui est l'île Howland. Mais supposons qu'elle est au sud de l'île Howland. Si elle tourne au nord, elle va tomber sur l'île Howland. Et si elle tourne au sud, elle va tomber sur un groupe d'îles, en fait, un archipel, qu'on appelle l'archipel des Phoenix. Bref, pour faire simple, si on se met dans la peau d'Amelia Earhart, peu importe où elle se trouvait, si elle tournait au sud, elle allait trouver des îles. Soit l'île Howland ou soit l'archipel des îles Phoenix. C'était le meilleur choix à faire. Or, quand on regarde dans ces îles Phoenix, il y a effectivement une île
qui était sur la trajectoire qu'aurait emprunté Amelia Earhart. Rappelons-nous son dernier message, quand elle dit « Je vole sur la ligne 157 degrés, 337 degrés », si on suit cette trajectoire-là, éventuellement en tournant vers le sud, en suivant la même trajectoire, elle serait passée au-dessus d'une des îles des îles Phoenix, de l'archipel des Phoenix, une île qui à l'époque s'appelait Gardner Island, qui aujourd'hui s'appelle l'île de Nikumaroro. Donc on s'est dit, les historiens, les spécialistes de l'aviation se sont dit, peu importe où se trouvait Amelia Earhart, le meilleur choix à faire était de tourner au sud, et la première île qu'elle aurait vue, c'est l'île de Nikumaroro. Donc elle aurait pu tenter un amérissage près de la côte. Si tu es obligé d'amérir, l'avion était conçu à cause de ses réservoirs d'essence. Une fois vide, c'est un grand espace où il y a de l'air, l'avion pouvait demeurer à flot pratiquement 1 heure. Donc, si on est dans la peau d'Amelia Earhart, on se dit, bon, je vais tourner au sud, j'ai plus de chances de trouver des îles, et lorsqu'elle va voir l'île de Gardner Island, le meilleur choix, c'est d'essayer d'amérir tout près de la côte, pouvoir regagner la côte en nageant, et ensuite attendre les recherches et attendre les secours. Donc, c'était le meilleur choix. Et curieusement, et là, c'est ici que la légende rejoint l'histoire, mais on n'aura pas le mot définitif, mais quand même. En 1940, donc, Amelia Earhart est disparue depuis 3 ans. On n'a aucune nouvelle. Et à ce moment-là, Amelia Earhart est considérée comme disparue et décédée. Okay. En 1940, il faut savoir que ces îles, l'archipel des îles Phoenix, ce sont des atolls, donc des îles de corail, et pour la plupart sont inhabitées. En 1940, à cette époque-là, ils sont gérés par le gouvernement britannique. En 1940, il y a une compagnie, la Western Pacific High Commission, qui va tenter d'implanter des communautés insulaires sur certaines de ces îles, incluant l'île de Nikumaroro, qui à l'époque s'appelle l'île Gardner, et qui est une île complètement déserte. Lorsque les gens arrivent là-bas avec des gens, entre guillemets, immigrants insulaires du sud asiatique, on va essayer d'implanter une communauté, ils vont découvrir un groupe d'ossements. 13 os, en réalité, un crâne, et parmi lesquels, donc, un crâne, 13 os, on va retrouver une boîte de sextant, une bouteille d'alcool, la semelle d'une chaussure de femme, et tout ça dans un tout petit endroit, là, sous un palmier. Alors, on récupère tout ça, on met ces objets-là dans une boîte. Celui qui est le responsable de cette implantation de cette communauté insulaire s'appelle Gerald Gallagher. Il prend tous ces objets-là, les met dans une boîte, et heureusement qu'il y a eu la vivacité d'esprit de faire ça. Il aurait pu dire, c'est n'importe quoi. Mais non, il y a eu la vivacité d'esprit de mettre ça dans une boîte et de les envoyer aux îles Fidji. Il faut savoir qu'à ce moment-là, même si on était sans nouvelles d'Amelia Earhart, l'idée circulait quand même. Si elle s'était posée quelque part sur une des îles de l'archipel des Phoenix. Donc, l'idée est dans l'air. Donc, on envoie cette boîte aux îles Fidji, et là, la boîte en question est remise à un médecin légiste, le docteur David Woodless, qui entreprend de faire une analyse médico-légale des ossements en question. Et il arrive à la conclusion que ces ossements-là sont ceux visiblement d'un homme âgé d'une 50aine d'années. Il conclut qu'il était possiblement d'origine européenne, mesurait peut-être 1,65 m, et que ces os-là datent minimalement de 5 ans. Donc, trop ancien, non, parce qu'Amelia Earhart est disparue depuis 3 ans. Okay. Donc, lui dit minimalement, là, c'est 5 ans. Peut-être même plus, mais minimalement 5 ans. Donc, trop tôt pour être les os d'Amelia Earhart ou de Fred Noonan. Et même si on considère que ce sont des os d'un homme, le gabarit décrit ne correspond pas à celui d'Amelia Earhart. Donc, exit les os trouvés sur l'île de Nikumaroro, ou l'île Gardner, comme elle s'appelait à l'époque, ne sont pas ceux de Fred Noonan, ni non plus d'Amelia Earhart. Mais, voici le rebondissement de notre histoire. La science médico-légale en 1940 ou 1945, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Alors, donne-nous des bonnes nouvelles. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on a perdu les ossements en question. Mais par contre, on a encore aujourd'hui
toute l'analyse médico-légale qui a été faite par le docteur Woodless. Et il a fait un travail remarquable. Hein. Il a mesuré chacun des ossements, la qualité de l'os, la partie de l'os. Il y a des photographies qui existent des os. Il a fait vraiment un travail très, très, très méticuleux. Et cette analyse-là, elle est encore conservée aujourd'hui aux Archives nationales de Kiribati, qui est la République dont fait partie aujourd'hui les îles Phoenix. Okay. Et il y a 5 ans, on a ressorti ces documents-là et on les a donnés à un médecin, un professeur d'anthropologie à l'Université du Tennessee, le Dr. Richard Lanz, qui a entrepris on n'avait plus les os, on s'entend bien, on n'a pas les os, mais on a des photographies, des dessins, des croquis très détaillés des ossements. Et après avoir analysé ces documents-là, le Dr. Lanz conclut que les os en question sont bel et bien ceux d'Amelia Earhart. Bon! Et cette découverte-là, évidemment, il y a un doute qui subsiste parce que comme on n'a pas les os, on peut pas faire un test ADN. Et Amelia Earhart avait de la famille, donc on aurait pu comparer avec des descendants de la famille Earhart. Okay. Mais on l'a pas, on n'a pas les ossements. Donc il y aura toujours ce doute qui va subsister parce qu'on n'a pas l'ADN. Mais d'après le Dr. Lanz, il y a aucun doute que les ossements trouvés sont ceux d'une femme européenne qui mesurait à peu près 1,65 m. Donc tout ça correspond assez bien à Amelia Earhart. C'est donc conclure que si on accepte cette hypothèse, au moment où l'avion s'est perdu, Amelia Earhart est tournée vers le sud et elle a fait ce que les experts du domaine de l'aviation ont conclu, c'est en voyant l'île de Nikimaroro, l'île Gardner à l'époque, elle a tenté un amérissage. Les os sont clairement les os d'une femme. On n'a pas trouvé des ossements d'hommes à proximité, ce qui laisserait supposer que si elle était avec Fred Noonan est peut-être décédée dans l'accident de l'avion. Donc, seule elle a réussi à rejoindre la rive de l'île. À s'extirper de l'appareil. Ou encore, il faut savoir qu'il y a, dans toute cette région-là du Pacifique Sud et en Australie, j'en ai vu, je peux te le dire, il y a ce qu'on appelle des crabes cocotiers. Écoute, c'est gros comme une table. Ça mange tout. C'est énorme. C'est gigantesque. Hein? Coconut, c'est épouvantable. Tu vois ça, c'est un monstre. Donc, il y en a beaucoup des crabes cocotiers sur l'île de Nikumaroro. C'est infesté de crabes cocotiers. Donc, on peut supposer, même si on était chanceux de trouver des ossements, les 13 os qui ont été trouvés en 1940, c'est vraiment une chance extraordinaire qu'on ait trouvé ça parce que les crabes cocotiers bouffent à peu près tout. Oui, donc, et pour information de culture générale, on en a à peu près 206 dans le corps. Donc 13 sur 206, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc si Fred Noonan était, peut-être qu'il est décédé, peut-être pas au même endroit, il est peut-être décédé quelques dizaines ou centaines de mètres plus loin, puis peut-être ses ossements ont peut-être été entièrement dévorés par les crabes cocotiers, mais ça nous laisserait supposer qu'au moins sinon l'équipage complet de l'Electra aurait pu survivre. Ils se sont réfugiés sur l'île de Nikumaroro. Ils ont attendu en vain des secours qui ne sont jamais arrivés. On peut supposer qu'ils étaient blessés, peut-être même mortellement blessés avec le crash de l'avion, et puis ils sont décédés en attendant des secours qui ne sont jamais venus. Encore une fois, c'est une hypothèse qui est intéressante. On a ces analyses médico-légales qui donnent un espoir qu'on a peut-être solutionné le mystère Earhart, mais bien sûr, sans une analyse de l'ADN, on ne pourra jamais en avoir une certitude. Et comme je l'ai mentionné, l'histoire d'Amelia Earhart demeure à ce jour l'un des plus grands mystères de l'aviation, au même titre que la disparition, comme tu l'as évoqué un peu plus tôt dans l'émission, du MH370 de la Malaysia Airlines. Mais avec les éléments qu'on a actuellement en main, il nous resterait bien sûr à trouver une partie de l'avion. Si on suppose que l'avion, l'Electra, s'est écrasé ou a tenté un amérissage près des côtes de l'île de Nikumaroro, on peut supposer, l'avion, faut se dire que une partie de la carcasse du squelette de l'avion était fait en bois, et le restant de l'avion était fait en aluminium. Donc ces parties-là n'existent probablement plus, ni l'aluminium, ni le bois qui constituait la carcasse le squelette de l'avion. Mais en revanche, les parties les plus lourdes, et les plus dures, comme par exemple les moteurs ou le train d'atterrissage, il doit sûrement en rester des vestiges. Donc même si l'avion a améri à côté de l'île de Nikumaroro, on peut supposer que quelque part autour de l'île, il doit y avoir des vestiges de l'appareil, que ce soit des vestiges des moteurs ou que ce soit des vestiges du train d'atterrissage.
Et je sais qu'aux États-Unis, il y a une organisation qui s'appelle TIGAR, qui est composée de gens qui sont des historiens de l'aviation, des véritables mordus. Et ces gens-là ont mené jusqu'à maintenant 5 ou 6 expédition autour de l'île de Nikumaroro. La dernière remonte à 2 ans, je crois. Et parmi eux, il y avait Robert Ballard, c'est l'homme qui a découvert le Titanic dans les années 80 et qui travaillait à l'époque pour la Woodhull Oceanic Institution. Donc, ce sont des gens qui sont particulièrement aguerris à la recherche sous-marine et ils ont mené plusieurs expéditions autour de l'île de Nikumaroro. Mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais retrouvé le moindre débris de l'appareil en question. Est-ce que c'est une limitation scientifique ou c'est vraiment une question de physique et la limite de la profondeur des océans qu'on peut aller carrément visiter? Je crois que lorsqu'ils ont mené leurs expéditions, ils avaient de l'équipement pour aller en eau profonde. Mais il est peu vraisemblable, si Amelia Earhart a tenté de se poser, il est peu probable qu'elle se soit posée dans une partie qui était très profonde. Donc on suppose qu'elle a essayé d'amérir le plus proche possible de la côte. Mais malheureusement, plus tu es proche de la surface, plus l'eau est chaude et plus il y a de la lumière et ces éléments-là vont contribuer à faire disparaître plus rapidement les débris de l'avion. Des coraux vont se développer sur les morceaux qui restent de l'avion. La nature prend sa place. Voilà, donc ça devient, après des années, ça devient très difficile. Donc on a fait une partie on doit mener de nouvelles expéditions, mais jusqu'à maintenant, celles qui ont été menées, on a utilisé des magnétomètres, des caméras sous-marines. On n'a pas localisé le moindre morceau qui permettrait de croire qu'il s'agit des restes de l'Electra. Mais on perd pas espoir et c'est vrai que cette nouvelle étude sur les os découverts en 1940 et qui viennent tout juste en 2017 d'être réévalués par des médecins légistes donne espoir qu'il pourrait peut-être s'agir de la solution finale à l'énigme Amelia Earhart. On s'organisera ensemble avec quelques auditeurs une pêche à l'aimant en bordure de cette île-là. Sait-on jamais? J'aimerais bien, mais je vais te laisser les crabes cocotiers. Oui, mais c'est ça. J'étais en train d'oublier les énormes crabes. Non, finalement, on va laisser la science et les chercheurs s'en charger. Christian, super intéressant encore comme histoire. Je me souviens d'avoir entendu parler de cette première aviatrice-là qui a eu des exploits et qui voulait faire le tour du monde parce qu'elle a eu une poupée Barbie en son nom. Oui, voilà, absolument. Donc, on a souligné, c'est ça la dire. Oui? C'était de mémoire, je crois que c'était en 2007 ou quelque chose comme ça, on a souligné la disparition de Amelia Earhart et on avait fait une poupée Amelia Earhart de style Barbie. Mais je ne connaissais pas son histoire qui s'est terminée de façon tragique selon ce qu'on en sait. Là. Oui. Eh bien, ça va être disponible ce soir en reprise, cette émission-là concernant un des plus grands mystères de l'aviation. Christian, toujours un plaisir de travailler avec toi et demain, on se gâte encore avec le jeudi occultisme, satanisme et où tueur en série. Absolument. Donc, c'est un rendez-vous pour demain. Oui, à demain. Bonne fin de soirée. Toi aussi. Ciao. Bye bye.